Je ne suis pas une vraie noire. Hello, bienvenue sur l'Introspectrice. Je suis Soukali, votre délicieuse hôte pour les minutes à venir. Le sujet du jour m'a été inspiré par des commentaires que j'ai entendus ici et là tout au long de ma vie, mais aussi parce que j'ai pu lire ou voir sur la toile, car c'est une réflexion qui revient souvent. Peu importe où l'on se trouve sur la planète, dès qu'il y a des personnes noires dans la conversation, ce type de remarque finit par surgir. D'ailleurs, je me disais, c'est quoi ces débats stériles? Est-ce que les autres se font chier à se demander entre eux s'ils sont de vrais blonds, latinos ou je ne sais quoi? Bref. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à remercier quelqu'un, parce que je commence toutes mes journées en remerciant l'univers de m'accorder une journée de plus en bonne santé. J'aimerais appliquer le même principe à mon podcast. Aujourd'hui, mes remerciements vont à une créatrice de contenu qui a brièvement abordé ce sujet sur ses réseaux. Ça faisait partie de ma liste de sujets à traiter, mais pour plus tard. Et sa vidéo a été le petit coup de fouet qui m'a poussé à m'y mettre maintenant, donc merci à elle. Passons maintenant au cœur du sujet. Je ne suis pas une vraie noire car je ne mange pas épicé. Je ne suis pas une vraie noire car je lis beaucoup. Je ne suis pas une vraie noire car j'ai poursuivi des études dans un domaine peu commun. Je ne suis pas une vraie noire car je m'exprime dans un français correct. Je ne suis pas une vraie noire car je ne prononce la langue nationale de mon pays d'origine avec un accent, mais le français sans accent. Je ne suis pas une vraie noire car je suis parfois un régime végétarien. Je ne suis pas une vraie noire car je n'aime pas les baby hair. Je ne suis pas une vraie noire car je suis très calme. Je ne suis pas une vraie noire car je ne suis pas bling bling. Je porte pas des ongles longs jusqu'au paradis et des cils qui rivalisent avec un pinceau. Bref, je vous épargne le reste car la liste est interminable. Et pourtant, si vous me voyez, vous serez étonné de remarquer à quel point je suis indéniablement noire. Mais alors, d'où viennent ces remarques et surtout sur quoi reposent-elles? Ces remarques, étonnamment, viennent généralement d'autres noirs. Ce sont des noirs qui disent à d'autres noirs qui ne sont pas assez noirs. C'est le monde noir. Mais sur quoi se base-t-il pour affirmer ça? Là, c'est plus complexe. Et pour tenter d'y répondre, je me suis dit qu'il fallait d'abord définir ce que cela signifie être noir. La réponse me sautait aux yeux avant de me pencher sur la question, mais plus j'y pensais, plus mes certitudes vacillaient. De manière générale, j'aurais dit qu'être noir, c'est être né avec une peau noire, ou marron pour ceux qui préfèrent. Mais dans les discours généraux, qu'il s'agisse de conversations informelles ou dans les médias, les métis, nés de parents noirs et blancs, ou beige pour ceux qui préfèrent, sont presque toujours associés au noir. Rarement un métis dira qu'il est blanc. Il dira plutôt qu'il est noir ou 50% noir, 50% blanc. Je comprends la volonté de simplifier le discours en utilisant les chiffres, mais je trouve vraiment bizarre de quantifier une personne comme ça. Surtout quand on voit des métisses comme Maria Carey, je ne suis pas sûre que le pourcentage soit correct. Pour moi, les métis sont plus complexes que cette dichotomie noir-blanc. Ils appartiennent aux deux mondes et les réduire à un seul aspect revient à nier une partie de leur identité. C'est pourquoi, pour cet épisode, j'ai choisi de laisser les métis de côté, non pas pour les exclure, mais pour me concentrer sur une réflexion autour des personnes à la peau noire, avec toutes ces nuances, nées de parents noirs, eux-mêmes nés de parents noirs, et donc dedans j'ai inclus les albinos et leurs descendances, parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte que c'est pas tant une question de couleur de peau, mais plus d'origine. Et même avec cette restriction, l'évidence demeure. Être noir, c'est une identité plurielle. Quand on parle d'identité noire, on a tendance à oublier une chose essentielle, la diversité. Oui, nous sommes noirs, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Cette couleur de peau est certes un point commun visible, mais nos parcours sont incroyablement variés. Être noir, c'est d'abord appartenir à une mosaïque d'histoire et de culture. Il y a les Africains et les Afro-descendants, dans lesquels j'inclus la diaspora africaine, les Afro-européens, les Caraïbéens, les Afro-américains et ceux qu'on oublie trop souvent, les Noirs d'Asie. Rien que cette dispersion sur le globe montre qu'il est impossible d'avoir une seule et unique définition du noir. Il y a forcément un mélange entre les racines africaines et les cultures des endroits où nous avons grandi. Un Italien n'aura pas le même rapport à la culture noire qu'un Rwandais. Si je reprends la remarque sur mon accent quand je parle français, on oublie que je me suis déplacée jeune et que mon cerveau, comme celui de tous les humains, s'est adapté grâce à une capacité qu'on appelle plasticité cérébrale. C'est grâce à ça que je parle spontanément français, apparemment comme une française, et même là c'est très relatif car d'un bout à l'autre de la France, l'accent varie.
Après avoir vécu à Lyon puis à Paris, je peux vous assurer qu'un Lyonnais ne parle pas du tout comme un Parisien. Et pourtant, tous deux sont des Français pure souche. Et quand je parle Kikongo, la langue nationale de mon pays d'origine, c'est avec un accent influencé par ma pratique quotidienne du français. Et il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est que j'ai vécu dans 2 pays d'Afrique. Donc mon soi-disant accent africain, si tant est qu'il existe, moi-même je ne sais pas c'est quel pays. Il est mélangé depuis toujours. Parfois cet accent ressort, et c'est parfait, je ne cherche pas à gommer ou à exagérer tout ce qui rappelle l'Afrique. Je suis juste une fille normale qui a eu la chance de vivre dans 3 cultures différentes, et si à un moment l'une de ces cultures ressort un peu plus, où est le problème? Ça reste mon identité. Alors, suis-je moins noire que mes amies noires africaines vivant en Afrique subsaharienne? Absolument pas. Je suis une version qu'elles ne sont pas, et c'est tant mieux car chaque être humain est unique. Être noir, c'est bien plus qu'un ensemble de cases à cocher ou de stéréotypes à suivre. Et justement, dans la partie suivante, nous allons parler de ces clichés et de ces images figées qui réduisent notre identité à quelque chose d'étroit et de, disons les termes, franchement abrutis. Quand on parle de stéréotypes, c'est important de rappeler que ce sont des constructions sociales, des idées préconçues qu'on applique à des groupes entiers sans nuance. Ces clichés ne sont pas anodins. Ils réduisent les individus à des caricatures et souvent ils participent à un processus d'invalidation qui limite notre potentiel. Commençons par une idée très répandue, les noirs mangent forcément épicé. En plus, ce ne sont pas des épices normales, c'est du piment carrément. À chaque fois qu'on me sert à manger, il y a du piment et on me prévient même pas. Dès que je dis que je mange pas épicé, on me regarde avec des yeux ronds. Quand les choses sont faites ou dites dans la blague, ça va, ça m'embête pas, je suis pas aigrie à ce point. Là, je parle vraiment des gens qui, quand un noir affirme qu'il n'aime pas la nourriture épicée, perçoivent ça comme une anomalie culturelle. C'est vrai, les cuisines africaines et afrodescendantes intègrent des épices. Elles apportent du goût, du caractère et souvent des propriétés médicinales. D'ailleurs, vu comment les Africains en particulier sont très attachés à la nature, à la médecine traditionnelle et à ces choses-là, je me demande si cette popularisation des épices n'est pas autant liée à la santé qu'à une recherche de saveur. À vérifier. En tout cas, les goûts, surtout alimentaires, sont trop personnels pour être érigés comme le facteur non négociable de l'identité de tout un peuple. La preuve, j'ai déjà rencontré des Français qui n'aiment pas ce fromage dégueulasse qui sont très forts là. En plus, les goûts alimentaires évoluent en fonction de l'éducation, de l'argent, de la santé et même de l'âge. Par exemple, je détestais l'ail du plus profond de mon être jusqu'au mois dernier. Ma mère m'a envoyé une recette avec une bonne quantité d'ail. Je lui ai fait confiance, j'ai respecté le dosage, je me suis servi, j'ai goûté et là, Eureka! Tout est devenu clair dans mon esprit. Je suis tombée amoureuse de l'ail et maintenant j'en mets partout. Un autre cliché persistant est que les noirs sont bruyants. Ce stéréotype va plus loin qu'une simple observation. Il s'inscrit dans une logique historique où les noirs ont souvent été réduits à des rôles d'amuseurs dans les sociétés. Par exemple, je n'ai pas vérifié si c'est vrai, mais j'entends souvent dire que le meilleur moyen pour un noir américain de réussir, c'est d'investir dans le sport ou dans la musique. Être calme, c'est être vu comme réfléchi, posé, doté d'une capacité à analyser et à contempler le monde. Dans les vieux films de kung-fu par exemple, j'ai regardé un film de Jet Li récemment, d'où la référence, le maître est toujours calme et sage, tandis que les disciples, souvent naïfs et inexpérimentés, sont plus bruyants et désordonnés. Dans cette logique, associer les noirs au bruit perpétue l'idée qu'ils ne seraient bons qu'à divertir, à faire rire. Ça fait écho au stéréotype du noir clone, incapable de réflexion ou de gravité. Être calme, c'est donc avoir une maîtrise de soi, et paradoxalement, à ce cliché, la maîtrise de soi est une qualité que les traditions africaines et afrodescendantes valorisent énormément. Dans de nombreuses cultures africaines, les sages sont ceux qui parlent peu, mais dont la parole est précieuse. Mais donc, pourquoi les Noirs en viennent-ils à considérer les personnes calmes comme des bêtes curieuses ? Je pense que c'est lié à l'intériorisation des stéréotypes, comme le cliché de l'intelligence que je vais traiter sous le prisme de la lecture. Les Noirs ne lisent pas. C'est une déclaration profondément ancrée dans la cervelle des Noirs, en particulier africains, car il me semble que les afrodescendants sont un peu épargnés dans ce stéréotype. Un Noir qui lit ? Impossible. Ça, c'est un truc de blanc. Honnêtement, c'est très insultant. Il y a même un célèbre proverbe d'Afrique centrale qui dit « Si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre ». En plus d'être dégradant, ça découle de siècles d'oppression où les populations noires étaient délibérément tenues à l'écart de l'éducation.
C'est une perception très pessimiste, mais il faut en comprendre les racines. L'Afrique est souvent décrite comme un continent de tradition orale. Ça a été utilisé pour discréditer ces peuples. Mais l'oralité n'est pas un défaut, elle exige une mémoire exceptionnelle pour transmettre l'histoire avec un grand H, les valeurs et les connaissances de génération en génération. Et le fait de proclamer l'Afrique comme le continent de la tradition orale omet aussi une partie cruciale de son histoire. Il y a des systèmes d'écriture en Afrique subsaharienne en fait. Pour ne citer qu'elle, il y a l'Unko, une écriture mandingue, plutôt en Afrique de l'Ouest, qui existe encore aujourd'hui. Et il y a eu les grands empires du Mali, du Bénin, du Congo et j'en passe, qui étaient de hauts lieux d'éducation et qui conservaient des archives de leurs administrations. Car un grand empire est obligé de trouver un moyen de conserver ces informations. Ça relève de la logique en fait. Les humains adorent inventer des choses qui leur facilitent la vie. C'est cognitif. Voilà donc des exemples qui montrent que les Noirs sont aussi éduqués que les autres peuples. Pourtant, nous sommes nous-mêmes convaincus du contraire et ça, c'est dû à plusieurs raisons, dont deux qui me semblent vraiment au cœur du problème. La première, c'est l'éducation scolaire qui ne fait pas du tout son travail. Les afro-descendants ont l'excuse de vivre hors de l'Afrique, donc forcément, ils apprennent l'histoire de la localité dans laquelle ils se situent. Par contre, les Africains, j'ai jamais compris pourquoi on nous bassine dès le plus jeune âge avec les guerres mondiales, alors que, à part servir de chair à canon, l'Afrique n'était pas impliquée dans ces guerres en fait. Donc, au lieu d'apprendre notre propre histoire, on apprend celle des autres, ce qui fait que naturellement, on grandit avec le sentiment de ne pas avoir d'histoire, de ne pas avoir existé avant l'arrivée des autres. Moi aujourd'hui, j'ai plus retenu des noms comme Charles de Gaulle, Savorgnan de Brazza, Victor Schweitzer, mais je suis incapable de citer les noms des vrais résistants à la colonisation. C'est alarmant. Et je blâme majoritairement nos systèmes éducatifs, ça fera l'objet d'un épisode un jour. La deuxième raison à mon sens, c'est qu'en dehors de l'éducation elle-même déjà très pauvre, il reste très peu de preuves tangibles de nos écrits, de notre art, puisque la majorité de ces preuves ont soit été détruites, soit sont confisquées dans les musées des autres. Ce qui fait que c'est toujours les autres qui racontent notre histoire. Puisque ce n'est pas la leur, il y a malheureusement la possibilité de dénaturer l'information, parfois même de manière involontaire. Je ne veux pas faire culpabiliser mes auditeurs non noirs en disant ça, mais il faut quand même reconnaître qu'une histoire n'est pas la même quand elle est racontée par les vainqueurs que par les vaincus. Par exemple, le chemin des noms au musée du Quai Branly est un passage apparemment artistique et commémoratif qui rend hommage aux cultures non occidentales. On parle d'un passage où on piétine les noms des lieux océaniens, africains, asiatiques, américains et j'en passe. L'art est subjectif, je l'entends, et c'est pourquoi j'aimerais comprendre dans quelle mesure Monsieur Jean Nouvel, le designer qui a conçu ce chef-d'œuvre, estimait que piétiner quelque chose, c'est une symbolique du respect qu'on porte à cette chose. Parce que c'est ça, rendre hommage, c'est témoigner du respect. Et à mon petit niveau, tout ce que je sais, c'est que quand on se rend dans un cimetière, il y a des lignes tracées pour circuler sans piétiner les tombes par respect. Donc, s'il y a des artistes qui m'écoutent, j'aimerais comprendre la symbolique du chemin des noms. En tout cas, tout ça mis ensemble fait que la sottise est intégrée dans l'identité noire et ce stéréotype prospère. Enfin, le cliché selon lequel les noirs ne peuvent pas être végétariens révèle une autre facette du problème. Dans l'imaginaire collectif, le végétarisme est vu comme une mode occidentale associée à des préoccupations écologiques ou éthiques modernes. Mais ça néglige l'importance de la spiritualité en Afrique. Dans de nombreuses cultures africaines et afrodescendantes, les chefs spirituels, prêtres ou guérisseurs adoptent un régime végétarien. Ce choix n'a rien à voir avec les tendances vegan-friendly actuelles. Il est lié à une recherche de pureté physique et spirituelle. Refuser à un noir le libre arbitre de choisir son alimentation revient à le déshumaniser, à nier sa capacité de réflexion et de décision sur ce qui entre dans son enveloppe corporelle. Et ça rejoint encore une fois le cliché de l'intelligence. Pour combattre ces stéréotypes, j'ai choisi d'écrire. Dans mes romans, je m'efforce de représenter une large palette de personnages africains et afrodescendants. Des imbéciles, des sages, des traîtres, des loyaux, des rêveurs et des pragmatiques. Ça me semble plus cohérent de refléter toute la complexité de nos identités de cette manière. C'est pourquoi je vous invite à me suivre sur Instagram pour en savoir plus sur mon avancée littéraire. Maintenant qu'on a vu à quel point c'est difficile de définir un peuple, surtout en se basant sur des caractéristiques qui sont en fait des préférences individuelles,
par des formations professionnelles, parce que j'ai étudié la cognition humaine, c'était d'ailleurs l'un des clichés dans l'intro, je me suis intéressée à la psychologie derrière ces jugements. L'être humain est un animal social. Notre survie dépend de notre capacité à vivre en communauté. Pour assurer cette cohésion, il y a les marqueurs d'identité partagés, des éléments qui permettent de différencier un groupe d'un autre, par exemple la langue ou pour rester dans le thème, l'accent. Un Marseillais est très facilement repérable quand il parle. Dans le meilleur des mondes, ces marqueurs permettent de renforcer les liens au sein de la communauté. Ma foi, si on parle tous de la même façon, personne ne sera mis à l'écart. Et c'est là tout le problème parce qu'il y a toujours des gens qui ne cochent pas toutes les cases. Et malheureusement, dans le cas des Noirs, il y a aussi ceux qui vont condamner ces écarts parce que c'est comme s'ils menaçaient l'authenticité du groupe. Dans un monde où les cultures s'influencent mutuellement, les gens ont peur que leur héritage culturel se perde. Ça peut les pousser à devenir très protecteurs, voire exclusifs envers ce qu'ils considèrent comme les vraies caractéristiques du groupe. En pointant du doigt les déviants, ils renforcent leur propre sentiment d'appartenance en se positionnant comme les gardiens de l'identité. Du côté de la victime, la personne voit son authenticité questionnée. Elle peut se sentir rejetée ou insuffisante, comme si elle n'était jamais assez pour appartenir à son propre groupe, et être rejetée par sa propre communauté, ça peut être plus douloureux qu'être rejeté par des étrangers. Ça crée une double marginalisation où on se sent à sa place nulle part. En explorant la question de la douleur, quelque chose a fait tilt. Je me suis dit, mais et si ce jugement reflétait en fait des insécurités profondes? Comme le dit l'adage, seuls les fous reconnaissent les fous. Un noir qui vient me dire que je ne suis pas une vraie noire, est-ce qu'il ne souffre pas lui-même d'un malaise intérieur? Et ça m'a fait penser à une célèbre vidéo sur Instagram cet été, dans laquelle quelqu'un avait volé le téléphone d'une dame dans le RER ou le métro, je ne sais plus exactement. Dans les commentaires, une personne avait écrit « J'ai honte d'être noire ». Ça, c'est un sentiment très récurrent chez beaucoup de personnes noires dès qu'un autre noir, qu'elles ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam d'ailleurs, fait quelque chose de pas bien. Cette honte collective est bien entendu alimentée par la partie sombre de l'histoire des Noirs, mais aussi par un biais cognitif que nous subissons tous, peu importe notre origine. C'est le biais de l'homogénéité de l'exogroupe. C'est quand on pense que les individus d'un groupe dont on ne fait pas partie sont tous pareils. Et donc, cette peur du jugement collectif pourrait pousser certaines communautés, ici les Noirs, à développer une pression interne pour s'homogénéiser. Ça éviterait que des écarts se produisent, qu'ils soient vus par les autres et que les autres nous associent tous à cet écart. Mais ça produit l'effet inverse. C'est un cercle vicieux où les stéréotypes vus de l'extérieur créent une peur au sein du groupe. Cette peur pousse les membres à se conformer à une norme collective. Ce conformisme renforce l'idée que tous les membres de ce groupe sont identiques et donc les stéréotypes sont perpétués. Pour en sortir, on pourrait tout simplement refuser la honte collective. Chaque individu est responsable de lui-même et les choix des autres ne devraient pas peser sur l'ensemble d'une communauté. Il n'y a pas à être malheureux parce qu'un délinquant a commis un délit, c'est pas votre frère. Et si vraiment c'est votre frère, c'est un problème de famille, voilà. L'autre clé pour sortir de tous ces jugements abordés depuis le début, c'est la bienveillance. Bienveillance envers les autres, en acceptant leurs différences, mais aussi bienveillance envers soi-même, parce que souvent, juger les autres, c'est un miroir de la sévérité qu'on s'impose à soi-même. J'arrive enfin à la fin de cet épisode interminable. Je n'ai plus de souffle ni de salive. Je vous remercie d'avoir écouté mon brassage de l'air jusqu'ici. Et même si cet épisode était davantage adressé aux personnes noires, j'aimerais finir par une citation qui nous réunit tous, parce qu'au fond, chers humains, chères humaines, nous partageons souvent les mêmes problèmes. Ainsi, comme disait Audre Lorde, ce ne sont pas nos différences qui nous divisent, c'est notre incapacité à reconnaître, accepter et célébrer ces différences.